La Belle au bois dormant. Un conte de fées proposé par Charles Perrault en 1697. Enregistrement en livre audio en 2017 dans sa version originale linguistique en moyen français par Stefano Francobora alias Chagans pour le libre partage des cultures du monde. Il estoit une fois un roi et une reine qui estoient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde. Vœux, pèlerinages, menues dévotions, tout fut mis en œuvre et rien n'y faisoit. Enfin, pourtant, la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême, on donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on puisse trouver dans le pays. Et il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles lui faisant un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi où il y avoit un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un estui d'or massif où il y avoit une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or, garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenoit sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'estoit sortie d'une tour et qu'on la croya morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un estui d'or massif comme aux autres, parce que l'on n'en avoit fait faire que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouva auprès d'elle l'entendit et, jugeant qu'elle pourroit donner quelques fâcheux dons à la petite princesse, alla, dès qu'on fut sorti de table, se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière et de pouvoir réparer, autant qu'il lui sera possible, le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu'elle seroit la plus belle personne du monde. Celle d'après, qu'elle auroit de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle auroit une grâce admirable à tout ce qu'elle feroit. La quatrième, qu'elle danseroit parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanteroit comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle joueroit de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit en branlant la teste, encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se perçoiroit la main d'un fuseau et qu'elle en mourroit. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie et il n'y eut personne qui ne pleurât. Dans ce moment, la jeune fée sortit de derrière la tapisserie et dit tout haut ces paroles. « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Il est vrai que je n'ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que mon ancienne a fait. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. » Le roi, pour tâcher d'éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit par lequel il défendoit à toute personne de filer au fuseau ni d'avoir des fuseaux chez soi sous peine de la vie. Au bout de 15 ou 16 ans, le roi et la reine étant allés à une de leurs maisons de plaisance, il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château et montant de chambre en chambre, alla jusqu'au haut du donjon dans un petit galetas où une bonne vieille estoit seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avoit point ouï parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau.
Que faites-vous là, ma bonne femme ? Dit la princesse. Je file, ma belle enfant, lui répondit la vieille, qui ne connaissait pas. Ah, que cela est joli, reprit la princesse. Comment faites-vous ? Donnez-moi que je voie si je m'en ferois bien autant. Elles n'eussent pas plutôt pris le fuseau que, comme elle estoit fort vive, un peu estourdie, et que d'ailleurs la reste des fées l'ordonna ainsi, elle s'en perça la main et tomba évanouie. La bonne vieille, bien embarrassée, crie au secours. On vient de tout coster. On jette de l'eau au visage de la princesse. On la délace, on lui frappe dans les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la faisoit revenir. Alors le roi, qui estoit monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant bien qu'il falloit que cela arrivasse, puisque les fées l'avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. On eût dit un ange, tant elle estoit belle, car son évanouissement n'avoit pas ôté les couleurs vives de son teint. Ses joues estoient incarnates, et ses lèvres comme du corail. Elle avoit seulement les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisoit voir qu'elle n'estoit pas morte. Le roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos, jusqu'à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée, qui lui avoit sauvé la vie en la condamnant à dormir 100 ans, estoit dans le royaume de Mataquin, à 12 000 lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avoit des bottes de 7 lieues. C'estoit des bottes avec lesquelles on faisoit 7 lieues d'une seule enjambée. La fée partit aussitôt et on la vit au bout d'une heure arriver dans un chariot tout de feu, traîné par des dragons. Le roi lui alla présenter la main à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu'il avoit fait, mais comme elle estoit grandement prévoyante, elle pensa que, quand la princesse viendrait à se réveiller, elle sera bien embarrassée toute seule dans ce vieux château. Voici ce qu'elle fit. Elle toucha de sa baguette tout ce qui étoit dans ce château, hors le roi et la reine, gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui estoient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros matins de basse-cour et la petite pouffe, petite chienne de la princesse, qui estoit auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous, pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être tout prêts à la servir quand elle en aura besoin. Les broches même qui estoient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi. Tout cela se fit en un moment, les fées n'estoient pas longues à leur besogne. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur cher enfant sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château, et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'estoient pas nécessaires, car il crut, dans un quart d'heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits de ronces et d'épines entrelacés les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aura pu passer, en sorte qu'on ne voya plus que le haut des tours du château. Encore n'étoit-ce que de bien loin. On ne douta point que la fée n'eusse encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormiroit, n'eusse à craindre des curieux. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnoit alors, et qui estoit d'une autre famille que la princesse endormie, estant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'étoit que des tours qu'il voya au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avoit tout y parlé. Les uns disoient que c'étoit un vieux château d'où il revenoit des esprits, les autres que tous les sorciers de la contrée y faisoient leur sabbat. La plus commune opinion estoit qu'un ogre y demeuroit, et que là il emportoit tous les enfants qu'il pouvoit attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le puisse suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois. Le prince ne savoit qu'en croire, lors qu'un vieux paysan prit la parole et lui dit « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle du monde, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle estoit réservée. » Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu.
Il crut, sans balancer, qu'il mettra fin à une si belle aventure, et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qui en estoit. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il marche vers le château qu'il voya au bout d'une grande avenue où il entra, et ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ces gens ne la voit pu suivre, parce que les arbres s'estoient rapprochés dès qu'ils avoient esté passés. Il ne laissa pas de continuer son chemin. Un prince jeune et amoureux et toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu'il vit d'abord estoit capable de le glacer de crainte. C'estoit un silence affreux. L'image de la mort s'y présentoit partout, et ce n'estoit que des corps étendus d'hommes et d'animaux qui parassoient morts. Il reconnut pourtant bien, au nez bourgeonné et à la face vermeille des Suisses, qu'ils n'estoient qu'endormis, et leur tasse, où il y avoit encore quelques gouttes de vin, montroit assez qu'ils n'estoient endormis en buvant. Il passe une grande cour pavée de marbre. Il monte l'escalier. Il entre dans la salle des gardes qui estoient rangés en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée, et il voit sur un lit, dont les rideaux estoient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu'il ait jamais vu. Une princesse qui paroissa avoir 15 ou 16 ans et dont l'éclat resplendissant avoit quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement estoit venue, la princesse s'éveilla et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vouée, ne sembla le permettre. « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles s'estoient dites, ne savoit comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimoit plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés, ils en plurent davantage, peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il estoit plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en estonner. Elle avoit eu le temps de songer à ce qu'elles auraient à lui dire, car il y a apparence, l'histoire n'en dit pourtant rien, que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avoit procuré le plaisir des songes agréables. Enfin, il y avoit 4 heures qu'ils se parloient, et il ne s'estoit pas encore dit la moitié des choses qu'ils avoient à se dire. Cependant, tout le palais s'estoit réveillé avec la princesse, chacun songeoit à faire sa charge, et comme ils n'estoient pas tous amoureux, il mourroit de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande estoit servie. Le prince aida la princesse à se lever, elle estoit tout habillée et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu'elle estoit habillée comme ma mère grand et qu'elle avoit un collet monté, elle en estoit pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroirs et soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près de 100 ans qu'on ne les jouasse plus. Et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu, la princesse n'en avoit pas grand besoin, et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville, où son père devait être en peine de lui. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avoit fait manger du pain noir et du fromage. Le roi, son père, qui estoit bonhomme, le crut, mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il alloit presque tous les jours à la chasse, et qu'il avoit toujours une raison en main pour s'excuser quand il avoit couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette, car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers, et en eut 2 enfants, dont le premier, qui fut d'une fille, fut nommé l'Aurore, et le second un fils qu'on nomma le Jour, parce qu'il paroissa encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il falloit se contenter dans la vie, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la croigna, quoiqu'il l'aimasse, car elle estoit de race ogresse, et le roi ne la voit épouser qu'à cause de ses grands biens.
On disait même tout bas à la cour qu'elle avoit les inclinations des ogres, et qu'en voyant passer de petits enfants, elle avoit toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi le prince ne lui voulut jamais rien dire. Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu'il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage, et alla en grande cérémonie quérir la reine sa femme dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale, où elle entra au milieu de ses 2 enfants. Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur Cantalabute, son voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine, sa mère, et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il devait être à la guerre tout l'été, et dès qu'il fut parti, la reine-mère envoya sa bru et ses enfants à une maison de campagne dans les bois pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après et dit un soir à son maître d'hôtel : « Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore. »« Ah, madame, dit le maître d'hôtel. »« Je le veux, dit la reine, et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche, et je la veux manger à la sauce Robert. » Ce pauvre homme, voyant bien qu'il ne falloit pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite Aurore. Elle avoua pour lors 4 ans et vint en sautant et en riant se jeter à son col. On lui demandait du bon du bon. Il se mit à pleurer. Le couteau lui tomba des mains et il alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau et lui fit une si bonne sauce que sa maîtresse l'assura qu'elle n'avoit jamais rien mangé de si bon. Il avoua emporter en même temps la petite Aurore et l'avoua donnée à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle avoit au fond de la basse-cour. 8 jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel : « Je veux manger à mon souper le petit jour. » Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour et le trouva avec un petit fleuret à la main, dont il faisait des armes avec un gros singe. Il n'avoit pourtant que 3 ans. Il le porta à sa femme qui le cacha avec la petite Aurore et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela estait fort bien aller jusque-là, mais un soir cette méchante reine dit au maître d'hôtel : « Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants. » Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avoit 20 ans passés, sans compter les 100 ans qu'elle avoit dormi. Sa peau est un peu dure, quoique belle et blanche, et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela. Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la reine, et monta dans sa chambre dans l'intention de n'en pas faire à 2 fois. Il s'excitoit à la fureur, et entra, le poignard à la main, dans la chambre de la jeune reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre, et lui dit avec beaucoup de respect l'ordre qu'il avoit reçu de la reine-mère. « Faites votre devoir, lui dit-elle en lui tendant le col. Exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants, que j'ai tant aimés. » Car elle les croyait morts, depuis qu'on les avoit enlevés sans lui rien dire. « Non, non, madame, lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri. Vous ne mourrez point, et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos chers enfants. Mais ce sera chez moi, où je les ai cachés, et je tromperai encore la reine en lui faisant manger une jeune biche en votre place. » Il la mena aussitôt à sa chambre, où, la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla accommoder une biche, que la reine mangea à son souper, avec le même appétit que si c'eût été la jeune reine. Elle estait bien contente de sa cruauté, et elle se prépara à dire au roi, à son retour, que des loups enragés avaient mangé la reine, sa femme et ses 2 enfants. Un soir qu'elle rôdoit, à son ordinaire, dans les cours et basses-cours du château pour y halener quelques viandes fraîches, elle entendit dans une salle basse le petit jour qui pleuroit parce que la reine sa mère le vouloit faire fouetter, à cause qu'il avoit était méchant, et elle entendit aussi la petite Aurore qui demandoit pardon pour son frère. L'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants, et, furieuse d'avoir été trompée, elle commanda dès le lendemain matin, avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu'on apportasse au milieu de la cour une grande cuve, qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante.
elle avoit donné ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Ils estoient là, et les bourreaux se préparoient à les jeter dans la cuve lorsque le roi, qu'on n'attendoit pas sitôt, entra dans la cour à cheval. Il estoit venu en poste et demanda tout estonné ce que vouloit dire cet horrible spectacle. Personne n'osoit l'en instruire, quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voya, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avoit fait mettre. Le roi n'en laissant pas d'en être fâché, elle estoit sa mère, mais il s'en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants. Moralité: attendre quelque temps pour avoir un époux, riche, bien fait, galant et doux, la chose est assez naturelle, mais l'attendre 100 ans, et toujours en dormant, on ne trouve plus de femelles qui dormiez si tranquillement. La fable semble encore vouloir nous faire entendre que souvent de l'hymen les agréables nœuds, pour d'être différents, n'en sont pas moins heureux, et qu'on ne perd rien pour attendre, mais le sexe avec tant d'ardeur aspire à la foi conjugale, que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale. L'antica piaga rinfresca nel mio cuore, così l'anima tu non sia più vaga di celeste diletto, sì ch'abbandoni il maritare